Alors, lundi soir, c'était la présentation du dernier film de Denis Arcand, son plus récent Testament, et mes attentes étaient très, très, très élevées et j'avais énormément peur d'être déçu. Non seulement j'ai pas été déçu, mais c'était au-delà de mes attentes. J'ai croisé à la première Carl Bergeron, auteur essayiste, qui a d'ailleurs écrit un excellent livre sur Denis Arcand, un cynique chez les Lyriques. Bonjour Carl. Bonjour. Un cynique chez les Lyriques, c'est François Ricard, le célèbre spécialiste de Kundera, le Québécois, qui avait baptisé les baby boomers, la génération lyrique. Exactement. C'est ça. Donc, lui, oui. C'était un cynique chez les baby boomers. C'est ce que tu disais dans ton livre. Exactement. Puis j'essayais de retourner un peu l'étiquette de cynique qu'on lui accolait négativement. Puis j'essayais de dire, ben écoutez, il y a autre chose derrière ça. Parce que je sais que il a beaucoup souffert tout au long de sa carrière d'être vu justement comme quelqu'un qui aurait un point de vue, mettons, négatif ou Surtout. surtout comme Toute de la chenoute. Exactement, un peu nihiliste, mais alors que de mon point de vue, pas du tout. Je pense que son point de vue est tragique et surtout, c'est quelqu'un qui croit profondément à l'histoire longue, donc au rapport de force. Et de ce point de vue-là, s'il était cynique, ce serait plutôt à la manière très, très, plutôt positive de mon point de vue. C'est disons, un machiavélien, c'est-à-dire quelqu'un qui croit simplement qu'on est soumis à des forces qui nous dépassent. Et je pense que c'est ce qui est mis en scène dans son dernier film, c'est qu'il situe finalement l'histoire du Québec ou la réalité de la société québécoise dans l'histoire longue, c'est-à-dire qu'est-ce qui adviendra de nous, finalement, en définitive, dans 100 ans, dans 50 ans. Et l'affiche, c'est la photo d'un homme de plus de 60 ans et qui se fait... On peinture par-dessus sa photo. Là. On l'efface littéralement de l'histoire. Et c'est l'histoire d'un intellectuel blanc, hétéro, de plus de 60 ans, même peut-être de plus de 70 ans, qui ne reconnaît plus le Québec, qui ne reconnaît plus son monde, qui ne reconnaît plus la société qu'il a défendue. Il n'y a aucune valeur, il ne se reconnaît pas dans la culture actuelle, dans les valeurs. Il se sent qu'il est mis de côté, il se dissout, il disparaît et on attend impatiemment sa mort pour s'en débarrasser. C'est un peu ça, c'est un constat triste et désespéré du Québec, mais drôle, tout le long. Oui, extrêmement drôle. Et je pense que au fond, c'est un film, je pense qu'il est en forme d'adieu d'une certaine façon, c'est-à-dire c'est d'où le titre Testament. Bon, évidemment, on n'est pas pressé de voir Denis Arcand se retirer, mais c'est vrai qu'à 82 ans, j'imagine qu'il y pense et qu'il y pensait lorsqu'il a intitulé son film de cette façon. Mais aussi à travers le personnage de Jean-Michel, c'est bien évident, et je pense que lui-même le revendique ainsi, c'est une sorte d'alter ego. On entend parfois la voix d'Arcand à travers la voix de Jean-Michel, le point de vue d'un homme qui a l'essentiel de sa vie derrière lui, dont plusieurs amis en fait sont décédés, donc une grande solitude qui est rattachée à ça. Mais en plus, un très grand sentiment d'étrangeté vers la fin, comme ça, devant son époque, au fond, dans laquelle il ne se reconnaît pas. Pour moi, une des scènes très fortes du film, parce que il faut le dire au public, c'est que Jean-Michel travaille aux Archives nationales. Oui. Donc, il travaille avec quoi? Essentiellement avec le papier, même si les archives commencent à faire une place aux archives informatiques, il travaille avec le papier. Donc, avec la mémoire aussi de toute la civilisation qui est issu de l'imprimerie, Gutenberg, donc l'humanisme, la Renaissance, tous les temps modernes, finalement, qui nous ont accompagnés jusqu'à tout récemment, en fait, parce que je soupçonne que Arcand pressent un basculement, si on veut, de civilisation. Pour lui, c'est comme s'il y avait quelque chose d'autre qui se mettrait en place. Après, toute la culture issue de l'humanisme qui s'est épanouie à travers la littérature, la philosophie, il y aurait quelque chose d'autre qui se mettrait en place et qui s'annoncerait à travers le numérique, à travers l'abandon de la lecture. C'est ça, tu sais, à la fin des invasions barbares, à la toute fin, le personnage de Rémi Gérard reçoit l'aide médicale à mourir. En fait, il meurt d'une surdose d'héroïne qui s'est lui-même injectée, entouré des siens. Et là, à la toute fin, on voit qu'il y a une jeune fille que lui aimait beaucoup et il lui donne sa bibliothèque. Il lui a légué sa bibliothèque. Absolument. Elle arrive dans sa chambre et elle dit « Tous les livres qui sont là, il me les a donnés. »
Donc, il y avait la transmission. Il Absolument. transmettait son savoir, ses valeurs à une autre génération. Mais là, le lien de transmission est totalement rompu. Oui. Il n'y a rien parce qu'il y a une scène à un moment donné où on va dans la bibliothèque de la résidence, d'une résidence de vieux, on prend tous les livres et on les jette pour les Exactement. remplacer par des jeux vidéo. Exactement. C'est comme si on se débarrassait de toute une mémoire, en fait. Oui. Effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est tout à fait exact. Dans les invasions barbares, on sent que quand même, malgré la difficulté de l'époque, on sentait qu'il y avait encore une possibilité de transmission. Oui. Et là, tout à coup, une vingtaine d'années plus tard, pas du tout. C'est qu'on sent que c'est plus possible. Oui. Qu'il y a une rupture de communication et que... Un changement de civilisation. Un changement de civilisation, d'où le rapport très difficile entre les générations, très violent, très, très conflictuel. C'est comme s'il n'y avait plus... C'est comme si on ne considérait plus son prochain comme un interlocuteur valable et comme un être humain aussi avec sa dignité, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne saurait réduire à une caricature. Moi, c'est ce qui me frappe. Et je pense que c'est aussi ce que montre Arcan à travers sa critique de l'époque, c'est à quel point, désormais, on enferme les êtres dans des caricatures. Et des caricatures haineuses, où il faut les présenter comme des êtres vils, comme des gens dépassés, périmés, dangereux, réactionnaires, enfin, toutes sortes de fascistes, en fait, toutes sortes d'épithètes qui nous viennent comme ça à la bouche. Tu sais, le côté hockey boomer, là, tu sais, là, une jeune génération qui arrive, ferme ta gueule, puis disparaît, votant. Et lui, il essaie de parler aux jeunes. Et tu sais, Rémi Gérard, son personnage là-dedans, toujours bien habillé, toujours poli, toujours courtois. C'est ce que j'ai aimé, ouais. À l'écoute. À l'image d'Arcan. C'est la politesse, c'est l'élégance, c'est le dialogue. L'autodérision. Oui, face à la sauvagerie, face à la brutalité. La brutalité, exactement. L'impolitesse, le dogmatisme. Le dogmatisme, et tout ça. Oui. Et c'est ça, là, exactement. qu'on voit. Bien sûr. Et d'où l'injustice. Je pense que, enfin, pour moi, c'est maintenant, c'est comme s'il avait résolu ce malentendu, si vous voulez, avec la société qu'il présentait comme un être, c'est ça, qui était négatif et tout ça. Pas du tout. Son ironie n'est pas... Oui, il y a beaucoup de... Parfois, il est féroce dans la satire, mais c'est une ironie qui est pleine de tendresse. Je pense que la tendresse pour tous les personnages dans ce film, y compris pour les militants dogmatiques, s'ils sont capables d'autodérision, bien sûr, il faut que chacun accepte, finalement, de ne pas coïncider avec cette image fantasmatique qu'ils aiment projeter. Mais c'est ça, parce que lui est en conflit avec une gang de woke qui prétendent défendre les Autochtones et qui gueulent et qui manifestent devant la résidence pour personnes âgées où lui demeure. Donc, il essaie d'établir un dialogue. Mais comme tu dis, il y a beaucoup de tendresse, même envers ces gens-là. Bien sûr. Même envers les woke, même envers les Autochtones. Beaucoup de tendresse et tout ça. Mais on lui dit, ferme ta gueule. Exactement. Va-t'en dans tes résidences, puis crève au plus sacrant. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est comme s'il fallait congédier... c'est comme si tous les problèmes, ou enfin les frustrations, les insatisfactions que ces gens-là pouvaient avoir, devaient se trouver un bouc émissaire. Et c'est vieux comme le monde, c'est vieux comme l'humanité, de se décharger de sa violence, de son malheur sur un bouc émissaire. Et bon, le bouc émissaire, pour l'instant, c'est l'homme blanc hétérosexuel. Mais pourquoi pas demain la femme blanche hétérosexuelle aussi? Le bouc émissaire, ça peut bouger. Mais pour l'instant, c'est ça, c'est l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Mais quelle injustice, parce que quel homme élégant, effectivement, qui nous propose ce portrait plein d'ironie, de tendresse, et c'est comme si avec lui, on retrouvait la possibilité d'un monde commun. C'est comme si on retrouvait le sens de la culture, en fait. Et c'est mordant, là, vraiment, c'est drôle. À un moment donné, il y a une manifestation d'indépendantistes québécois. Bien sûr. Et là, ils sont tous en chaise roulante, puis ils ont tous des marchettes, puis c'est tous des vieux. Oui, c'est du Arcan, bien sûr. Puis là, ils montent, là, c'est ça, les indépendantistes québécois. Là, c'est tous des vieux qui sont en train de disparaître. Là. Exactement. Donc, finalement, mais c'est ça, pour moi, c'est ça ce qui fait la beauté d'une vision vraiment artistique, c'est ce recul qui permet de mettre en relation toute une diversité de voix. Et donc, de faire jaillir la contradiction de tout ça, mais aussi la tendresse. C'est ça, les êtres humains, c'est la comédie humaine, c'est ça. C'est-à-dire, c'est chacun qui est poussé par un discours. Et là, lui, en se mettant en retrait, il le met en scène et il ne juge pas.
Il ne juge pas, il ne condamne pas, à tout le moins. Il ne juge pas non plus, je crois. Il se met en retrait et il nous dit vers la fin, parce que la fin, sans vouloir vendre la mèche, c'est très pessimiste, au fond. Mais moi, je pensais là, qu'avec l'Ange des Ténèbres, et le titre le disait, l'Ange des Ténèbres. Je pensais là, qu'il pouvait pas être plus noir que Exactement. ça. Dans l'Ange des Ténèbres, c'était la fin de tout. Oui. Mais là, il va encore plus loin, je trouve. Il va plus loin, mais là, tout à coup, ce qui est nouveau... À la fin, il y a une petite lumière. Il y a quand même une lumière. Oui, un peu obligatoire. Tu sens qu'il dit, je peux pas laisser les gens sur un constat aussi dur, fait que je vais faire une petite pirouette, puis à la fin... À la fin, je vais mettre de l'espoir, mais est-ce qu'il croit vraiment? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il est à la fois très pessimiste. Une lueur d'espoir à la fin, puis je trouve ça un peu artificiel. Pas moi. Moi, je soupçonne Arcand d'être beaucoup plus tendre que les gens l'imaginent. Et je pense que ça cohabite en lui. C'est qu'il y a à la fois un pessimisme absolu, c'est-à-dire un lecteur de la grande histoire. Donc, pour lui, toutes les civilisations sont mortelles. Le Québec est une société post-conquête. Pour lui, ça compte pas à l'échelle de l'histoire. On est condamné à la disparition. C'est ce qu'il nous dit à la fin. Il nous dit aussi que l'Occident, tel qu'on l'a connu, est condamné à la disparition. Il a raison. C'est que quand on regarde l'histoire, effectivement, toutes les civilisations sont mortelles. Donc, il est à la fois très pessimiste, très noir, mais en même temps, lui, il y a un côté... Il est pessimiste d'un point de vue collectivité, historique, mais il dit, il y a toujours, au point de vue personnel, on peut s'en sortir par l'amour. Oui, mais... c'est une platitude un peu, là, mais c'est vrai que, le monde va à sa perte, mais moi, je peux trouver l'amour dans la vie personnelle. Moi, j'ai trouvé ça très philosophique, au sens où il nous dit, oui, le monde va disparaître, mais c'est pas une raison pour ne pas vivre. C'est profond, au fond. Derrière l'apparente simplicité de la chose, je trouve que là, il y a une philosophie forte. Et je pense qu'Arcand, c'est un peu un homme de l'Antiquité au sens fort du terme philosophique. C'est-à-dire, c'est à la fois un épicurien, un stoïcien. C'est clairement pas un chrétien, même s'il y a des notions un peu chrétiennes. Le personnage dit, à un certain moment, il dit, vous savez, pour donner un sens à la vie, il n'y a rien de mieux que de faire des actes gratuits, c'est-à-dire empreints de beauté, de bonté, mais aussi de beauté, parce que c'est comme si tout à coup la vie reprenait quand on réapprenait à faire des actes gratuits. À la fin de L'Ange des Ténèbres, le personnage principal du film, joué par Marc Labrèche, se coupe avec tout le monde, s'en va tout seul dans Charlevoix, épluche des pommes, et c'est la solitude. La seule façon de ne pas devenir fou, c'est d'être tout seul dans le bois. Avec un bonheur simple. De couper les ponts avec tout. Là, non. Il dit, il faut être deux. Il faut être deux pour confronter la folie du monde. Seul, on ne peut pas y arriver. Mais même dans l'âge des ténèbres... Ça finit sur l'apologie du couple. Oui. Et même dans l'âge des ténèbres, même si le couple n'était pas nécessairement réussi, il y avait une nostalgie du couple, il y avait une nostalgie de la tendresse à deux, avec le personnage de Marc Labrèche, avec le personnage de Diana... comment elle s'appelait donc Diane Kruger. Ils sont dans une intimité comme ça, très simple, au fond, devant un feu, je crois, un feu de foyer. Ils prennent un verre, comme ça. Donc, une nostalgie chez lui. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une tendresse qui, je pense, qui est en lui, la nostalgie d'un bonheur simple à deux, débarrassé de la folie, de l'hystérie, de l'esprit de procès. Je savais pas si je devais rire ou pleurer. J'étais vraiment entre les deux. Tu sais, quand tu dis pleurer de rire, là, c'est vraiment ça. Je riais beaucoup. Les gens riaient énormément. On a beaucoup ri. Mais c'est d'une tristesse. Tristesse? D'un désespoir sur le Québec. Oui, mais c'est comme si on le sentait pas. Et c'est ça qui est génial. C'est que on l'applaudit, mais il nous dit des vérités terribles. Mais c'est ça, pour moi, un vrai artiste. Denis Arcand est artiste jusqu'au bout de ses ongles. C'est cette capacité à faire passer des grandes vérités, mais toujours sans être lourd. Et même en suscitant la reconnaissance du public. Et pour moi, c'est un film grand public qui dit des grandes vérités en même temps. Est-ce que c'est un grand Arcand? Absolument. Toi? Absolument. Pour moi, c'est le point d'orgue rêvé à son œuvre. Absolument. C'est parce qu'il a trouvé le juste dosage. On se demande ce qu'il peut faire après. Là, parce que puis d'ailleurs, il fait revenir tous des personnages et des comédiens qui ont peuplé sa filmographie, qui reviennent pour un dernier petit tour, 3 petits tours, et puis s'en vont. Là, ils lèvent le chapeau un peu. Exactement. C'est comme la fin d'une œuvre. Là. Oui. C'est testament. Là. On se demande ce qu'il peut faire après parce ça. Parce que moi, je ne croyais pas, après la chute de l'Empire américain, je crois que c'était son...
Et moi, j'y croyais pas. Je croyais pas que c'était son dernier film. Je dis, ah non, il me semble qu'il n'y a pas de... C'est comme si la synthèse n'était pas encore trouvée. Et là, tout à coup, avec Testament, c'était ma première impression. Je dis, quel point d'orgue extraordinaire. Quel film magistral. Quel film magistral. Magistral. Non, moi, je recommande. À un moment donné, il y a un personnage, Rémi Gérard, très rapidement, qui dit, qui est découragé parce qu'il dit, je viens de voir un film québécois insignifiant. Et c'est très drôle. J'ai vu Denis Arcand après la première. J'ai dit, quand même, vous avez du guts, ça maudit de dire ça. Ah oui, puis ça satire, la satire du milieu littéraire avec les prix littéraires québécois, c'est à hurler de rire. C'est formidable. Tout à fait. Allez voir le film de Denis Arcand, ça prend l'affiche le 5 octobre. Et pour vous préparer, lisez Un cynique chez les Lyriques, le livre extraordinaire sur l'œuvre de Denis Arcand. Vous allez mieux comprendre ce film-là et le mettre dans son contexte. Carl Bergeron, merci beaucoup. Merci, Richard. Merci, bonne journée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le site cuberadio.ca.